Salut Booktube, c'est Aurélie. Je vous retrouve pour un book haul en cette rentrée scolaire, universitaire, bref. On a craqué, enfin j'ai craqué beaucoup, mais ma femme aussi, la semaine dernière. Donc je suis allée chez Gilbert Joseph, qui est l'antre du mal dans le quartier latin. Heureusement, je m'étais dit un budget réduit et machin, mais bon, j'ai acheté que des livres d'occasion, mais bon quand même. Et puis hier, nous sommes allés à la Fnac. Erreur fatale, puisque on a craqué sur beaucoup de livres. Donc je vous montrerai pas ce que ma femme s'est acheté vraiment pour elle, en sachant que je peux lire aussi ce qu'elle a acheté, hein, parce que c'est son histoire. Par contre, je vais vous montrer ce que moi j'ai accumulé sur ces deux sorties, donc Gilbert Joseph et la Fnac. Et vous allez voir que la Turquie, la géopolitique et le monde arabe sont surreprésentés. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai une fascination, donc une passion / fascination pour la Turquie, plus largement pour les peuples turcs. D'ailleurs, vous apercevez derrière moi l'histoire des Turcs que je suis en train de lire, hein, de Jean-Paul Roux chez Fayard. C'est passionnant. Alors c'est passionnant, mais c'est hyper dense. Donc je suis bien contente de pas l'avoir lu en 1983 ou même en 1999, qui est la date de cette réédition augmentée, parce que il aurait fallu avoir 8000 cartes se lire aujourd'hui avec Google, Wikipédia, etc. C'est beaucoup plus facile de s'y retrouver dans ces dynasties, ces noms de royaumes. L'Asie centrale, c'est une région que je connais pas encore très bien, donc c'est un peu le bordel. Encore une fois, heureusement qu'on a Internet sur nos téléphones, hein, à portée de doigts. On va commencer avec la non-fiction, puisque je vous ai présenté ma lecture en cours, qui n'est pas un achat récent, hein. J'ai dû l'acheter au mois de janvier ou février, et je suis enfin décidée à le lire. On commence avec la Turquie, hein, puisque je vous parlais des Turcs. Donc j'ai acheté cet ouvrage, La Turquie en 100 questions, dans la collection texto des éditions Talendier. C'est très intéressant parce que ça parle de politique, ça parle évidemment de la réélection d'Erdogan, hein, puisque ça a été une mise à jour, l'économie, qui était Atatürk, enfin voilà. Le sous-titre, la puissance opportuniste, c'est tout un programme. C'est pas vraiment comme ça que j'envisageais la Turquie, mais pourquoi pas. Je connais encore assez mal la politique turque contemporaine, donc je me suis dit que ce format-là, sous forme de questions-réponses, ça pouvait être sympa pour commencer à se faire une petite idée. Toujours en termes de géopolitique avec la Turquie, un livre que j'avais repéré depuis un moment, Les loups aiment la brume. Donc ça, c'est une enquête journalistique sur les opérations clandestines que la Turquie a menées ou mène encore en Europe. Donc voilà, on est sur de la géopolitique, de l'espionnage, du contre-espionnage, toutes les opérations destinées à faire basculer l'opinion publique ou peut-être, je l'ai pas encore lu bien sûr, à se débarrasser de dissidents ou de libres penseurs exilés en Europe. Donc écoutez, quand on aime quelque chose, il faut aussi être prêt à en explorer la part d'ombre. C'est pour ça que je suis très intriguée par cette enquête. J'ai renoué avec la collection Que sais-je. Alors les Que sais-je de mon enfance et de l'époque de mes grandes études universitaires étaient beaucoup moins jolies. Après, c'est toujours écrit aussi petit. Je suis bien contente d'avoir gardé la loupe de mon grand-père. Donc là, j'ai pris le Que sais-je de Georges Bensoussan sur les origines du conflit israélo-arabe, donc entre 1870 et 1950, c'est-à-dire juste après la création de l'État d'Israël en 1948. Il y a marqué inédit ici, donc je suppose que c'est un Que sais-je plus récent, à l'écriture plus récente, et non pas une énième réédition d'un Que sais-je qui sent la naphtaline, quoi. Le conflit israélo-arabe, c'est quand même ce qui a rythmé et ce qui continue de rythmer toute l'histoire du monde arabe et plus particulièrement du Moyen-Orient depuis la création de l'État d'Israël. Et puis par ricochet, ça concerne à peu près toute la planète. Donc j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur les tenants et les aboutissants de ce conflit. Je sais pas si c'est une docu-fiction ou un polar d'anticipation géopolitique là dans ce que j'en crois sur la 4e de couverture.
Ces guerres qui nous attendent 2030-2060 par Red Team, qui, je pense, propose une anticipation possible, un scénario possible de toutes ces guerres qui nous pendent au nez pour des raisons diverses et variées. Il est sorti en 2022 puisque là, l'éditeur HarperCollins Poche met une citation du palmarès du Point. Apparemment, c'est un best-seller de 2022. Comme je suis dans la période géopolitique, etc., de l'anticipation géopolitique, ça m'intrigue, bien sûr. Qui dit géopolitique dit décrypter les cartes. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes ou étiez accro à l'émission Les Dessous des cartes. J'avoue que j'aime beaucoup moins la nouvelle formule et que le fondateur, Monsieur Victor, me manque beaucoup. Et j'ai craqué dans alors il vient tout juste de sortir, donc le dessous des cartes, le retour de la guerre, puisqu'effectivement quand on s'intéresse un peu à l'actualité, ce qui est mon cas, mais j'essaie quand même de me préserver autant que possible, mais c'est pas toujours évident. Donc là c'est un atlas géopolitique, c'est une nouvelle édition évidemment remise au goût du jour, puisque ça va tellement vite que malheureusement ça se dégrade tellement vite un peu partout qu'on n'a pas le choix. Effectivement, on traverse tous les continents, on fait un état des lieux sur ce qui se passe, sur les tensions, les sources de conflits, les tenants soit politiques, soit économiques, etc., les enjeux et les intérêts qui clashent. Pareil, ça c'est quelque chose que je vais lire avec grand intérêt. J'adore me perdre dans des cartes, quelles qu'elles soient, donc c'est un ouvrage, oui, je pense que j'aurai plaisir à lire et à reconsulter très régulièrement. Enfin, dernier ouvrage de non-fiction, c'est un magazine, le dernier numéro spécial d'Historia dans la collection Grand Angle, consacré à Gengis Khan, donc ce fondateur du grand empire mongol du XIIIe siècle, un personnage qui me fascine parce que à côté de son côté barbare, destructeur, quasiment le fléau des dieux 2.0 après Attila, bien avant lui, il y avait aussi tout le côté syncrétisme religieux, tolérance religieuse, qui est propre aux populations d'Asie centrale depuis l'Antiquité. Il y avait aussi le fait que c'était un réformateur, qu'il y a eu des efforts législatifs, etc. Enfin, voilà, j'ose espérer, je l'ai parcouru en diagonale et ça a l'air d'être le cas, qu'on a affaire à un portrait beaucoup plus nuancé de Gengis Khan que l'espèce de croque-mitaine qu'on agite régulièrement et qui est devenue un petit peu une image d'Épinal qu'il est temps de dépasser, en particulier dans des ouvrages de vulgarisation comme cette revue Historia. Et on en a fini pour la non-fiction. Donc la non-fiction, je sais pas si vous voulez que je vous fasse des reviews sur certains ouvrages de non-fiction. J'hésite encore, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ce sera avec plaisir. Donc on passe à la fiction. Vous allez voir que, comme je vous l'ai dit en préambule, les Turcs sont surreprésentés, mais on commence quand même avec un Argentin, Jorge Luis Borges. Donc ce livre, j'ai fini par l'acheter. Je l'avais emprunté à la médiathèque, je vous l'avais présenté dans un book haul cet été, début de l'été. Je l'avais commencé, ça me plaisait bien, puis il fallait le rendre, et puis c'était un peu mon marasme lecture de cet été dont j'ai déjà parlé. Je me suis dit, c'est un tout petit truc, il devait coûter 1,50 € d'occasion chez Gibert, en très bon état. Je me suis dit, allez banco, je le prends, et puis je le recommencerai, je pense, à zéro, parce que j'étais pas allée très loin, mais le peu que j'avais lu, ça m'avait bien plu. Un ouvrage que j'avais envie de lire depuis très très longtemps, Khalil Gibran, Le Prophète, ici aux éditions Pocket. Pareil, j'ai dû le payer 1,40 €, même pas 1 €, parce qu'il était déjà à 1,55 prix neuf. Donc petite astuce, quand vous allez chez Gibert, toujours comparer les différentes éditions quand elles sont d'occasion, parce que des fois ça va du simple au triple au niveau du prix d'occasion. Donc voilà, pour un petit bouquin comme celui-là, j'avais pas envie de me ruiner. Ça reste un texte qui date maintenant, mais un texte fondamental. Apparemment c'est une nouvelle traduction aussi, ce qui peut toujours être intéressant. On commence avec les Turcs. voilà, Nedim Gürsel, le roman du conquérant. Donc ça retrace, que je vous dise pas de bêtises, oui voilà, 1453,
Mehmed II qui prend Constantinople à l'Empire byzantin, qui fait chuter les dernières miettes, le dernier bastion de l'Empire romain d'Orient, plus connu aussi sous le nom d'Empire byzantin, et donc qui en fait sa capitale pour la nouvelle dynastie ottomane qui va régner jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale et la révolution d'Atatürk. Une dynastie qui est promise à un grand avenir. C'est un roman historique, hein, on suit un écrivain contemporain qui s'est réfugié dans Constantinople, il va y avoir aussi une histoire d'amour, enfin bref. Écoutez, moi ça m'a intrigué, il était pas cher, et puis je me suis dit, un roman historique qui se passe au moment où effectivement la dynastie ottomane commence à construire son empire, à asseoir son autorité, et puis bien sûr arrivera ensuite plus tard le règne de Soleiman, etc., Soliman le Magnifique. Donc voilà, ça me plaisait beaucoup. Et bien en plus c'est un bel ouvrage. Ce sont les éditions, c'est un roman seuil avec une jaquette. Et il est en vraiment très bon état. Ce romancier turc, Nedim Gürsel, j'en avais pas entendu parler, donc bon, écoutez, c'est l'occasion de le découvrir. Un auteur, par contre, dont j'ai entendu parler comme beaucoup de gens, parce qu'il a été prix Nobel de littérature, c'est Orhan Pamuk. Donc j'avais emprunté à la médiathèque son roman Neige, qui est un roman qui se situe dans l'époque contemporaine. Là, on est à la fin du XVIe siècle à Constantinople. C'est une enquête policière puisqu'on commence avec un cadavre qui montre un complot au sein de l'Empire ottoman. Ça nous amène donc les suspects dans l'atelier des miniaturistes du sultan. Donc c'est sur fond d'histoire de l'art, etc. C'est un roman historique avec une enquête, etc. Je me dis ça peut être l'équivalent turc du livre de Saphir de Gilbert Sinoué, par exemple, pourquoi pas. J'ai aussi pris, toujours d'occasion chez Gilbert, son roman Istanbul. Alors, si j'ai bien compris, c'est presque une rêverie au sens Jean-Jacques Rousseau du terme, hein, quelque part, où Orhan Pamuk se remémore l'Istanbul de sa jeunesse, cette ville aux multiples facettes. Moi, j'achète, hein, c'est une cité qui me fascine. Depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui, je rêve d'aller à Istanbul. Je sais qu'un jour on ira à Istanbul. Mais bon, écoutez, en attendant, j'ai le droit de rêver en lisant. Et on termine ce book haul avec une autrice, cette fois-ci turque, Elif Shafak, que vous connaissez sans doute parce que c'est une autrice qui a été très prolixe, qui a écrit Soufi mon amour, etc., qui est sur ma wishlist aussi. La vendeuse chez Gilbert Joseph m'a recommandé de commencer, elle connaissait très bien la littérature turque, hein, elle m'a vraiment bien conseillé, on a papoté un moment, c'était très sympa. Elle m'a recommandé 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange. Et en fait, ça part d'une théorie selon laquelle l'esprit humain peut survivre à la mort physique jusqu'à 10 minutes et 38 secondes. Donc en fait, on remonte le temps, on est donc avec l'esprit de Leila, qui vient d'être brutalement assassinée à Istanbul, et qui a 10 minutes 38 de conscience devant elle pour se remémorer ce qui s'est passé, ce qui l'a amené à ce destin tragique. Je connais pas du tout la plume d'Elif Shafak, j'en ai entendu beaucoup de bien, et alors la vendeuse était vraiment, elle avait des paillettes plein les yeux, vraiment, en me parlant de ce livre-là en particulier. Je me suis dit ok, ça en général, c'est un gage de qualité dans le sens où si un livre a réussi à passionner quelqu'un à ce point-là, quelqu'un qui lit beaucoup, il a forcément des qualités auxquelles je risque d'être sensible. Je vais peut-être pas avoir exactement la même réaction que la personne, peut-être que moi je vais moins accrocher, mais en tout cas ça vaut le coup d'essayer. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce book haul vous a plu, vous a peut-être donné des envies de lecture exotique, géopolitique, voilà, comme vous voulez. Peut-être que vous avez lu certains de ces ouvrages, auquel cas je serais ravie que vous me fassiez un retour, sans spoiler, surtout pour la fiction, dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Et puis encore une fois, si vous souhaitez me voir faire des reviews sur certains livres spécifiquement en particulier pour ce qui est de la non-fiction, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à la prochaine, à très bientôt.